Cela a été une semaine infernale, les amis. Le genre de semaine qui vous fait remettre en question tout, même les ombres auxquelles vous aviez fini par faire confiance. Il s'avère que les groupes de cryptides renégats n'étaient que la partie émergée de l'iceberg. Ce dans quoi nous sommes tombés a failli tout nous coûter. Laissez-moi vous ramener au point de départ, notre visite aux tribus Sasquatch. Nous sommes arrivés sur leur territoire sous un ciel matinal et limpide. Le MRAP s'est arrêté dans un nuage de poussière, ses roues crissant sur le sol compacté. En posant le pied à terre, j'ai ressenti la texture du gravier sous mes bottes, ce bruit familier qui me rappelait toujours où j'étais, même dans les endroits les plus étrangers. Les Sasquatch sont un peuple pacifique, serviable aussi. Ils ont guidé des randonneurs égarés jusqu'à la sécurité, transporté des gens hors des bois quand la mort n'était qu'un souffle. La communication est simple, langage des signes, comme avec les gorilles. Et je dois dire, les voir en vrai, ces êtres imposants, dignes, presque surnaturels, ça vous marque, ça vous rend humble. Nous avons laissé nos armes derrière nous, enfermées en sécurité dans le véhicule. La vue d'armes à feu les perturbe, à cause des chasseurs et des amateurs de Bigfoot plus ambitieux que prudents. Leur village s'étendait devant nous, un petit ensemble de huttes robustes, nichées dans une clairière. L'air portait le parfum terreux de la forêt, mêlé à une odeur musquée, légèrement étrange, qui leur était propre. Les Sasquatch allaient et venaient occuper à leurs tâches quotidiennes. Certains nous ont salués d'un grondement grave, leur voix résonnant dans la clairière. Nous avons répondu d'un signe de la main et nous sommes dirigés vers le centre du village, où leur chef nous attendait. C'était un spectacle impressionnant. Plus de 2,70 m de muscles et de fourrure, debout comme un gardien taillé dans la roche ancienne. Conrad, toujours le diplomate, a souri et commencé à signer. « Comment ça va ici » demanda-t-il, ses mains bougeant avec aisance. La récolte semble bonne, et la chasse est abondante cette saison. La large poitrine du chef se gonfla de fierté, alors qu'il répondait, ses gestes puissants et délibérés. La saison est clémente. Beaucoup de jeunes, forts, travaillent bien. Aucun problème venant de l'extérieur. Nous restons en sécurité, cachés. Puis, son expression changea. Un éclair d'urgence dans ses yeux sombres et intelligents. Il nous fit signe de le suivre. Sans un mot, nous nous mîmes en marche derrière lui, le poids de ses mouvements alourdissant notre tension. Il nous conduisit à une hutte plus grande et se pencha pour entrer. Ce que nous vîmes à l'intérieur nous figea sur place. Une famille humaine. Un homme, une femme, une petite fille agrippée à la jambe de sa mère et un bébé enveloppé dans des couvertures. Le chef se tourna vers nous, ses mains massives signant à nouveau. Nous les avons trouvés en train de fuir. D'autres humains les poursuivaient, vêtements étranges, visages couverts. Nous avons attendu la nuit. Les mauvais humains avaient des armes. Nous avons emmené les bons humains loin d'eux. Conrad hocha la tête, son expression grave. Merci de les avoir protégés. Nous nous en occuperons désormais. Restez en sécurité. Nous allons vérifier la zone pour ces autres. Le chef grogna en signe d'approbation et nous laissa avec la famille. Le chemin du retour à la base fut silencieux, la peur de la famille presque tangible. Ce n'est que plus tard que nous avons reconstitué toute l'histoire. Ils fuyaient un culte apocalyptique retranché dans les montagnes, bien au-delà de nos itinéraires habituels. Et ce n'était pas un simple groupe d'illuminés annonçant la fin du monde. Non, ces gens avaient trempé leurs mains dans quelque chose de bien plus sombre. Des rituels occultes, des failles dimensionnelles, le genre de choses qui font hésiter même les chasseurs de cryptides les plus aguerris. J'ai affronté des loups-garous, des wendigos, même quelques skinwalkers. Mais ça, c'était différent, plus sombre. La nouvelle s'est répandue rapidement et le commandement n'a pas perdu de temps. Un appel a été lancé à nos homologues européens, des spécialistes de l'occulte. Au cours des jours suivants, des renforts sont arrivés. Des hommes et des femmes au regard dur et aux récits dignes des pires cauchemars. D'après ce qu'ils nous ont confié, l'Europe était un champ de bataille. Vampires, ghouls, nécromanciens, même des dragons. Là-bas, ils ne négociaient pas avec les cryptides. Ils les exterminaient, méthode terre brûlée. Cette approche ne me convenait pas. Nous avions travaillé dur pour établir des alliances avec les cryptides ici, une paix fragile qui profitait aux deux camps. Les Européens voyaient les choses autrement, et je n'arrivais pas à me défaire de l'impression que leur méthode pourrait en déteindre sur les nôtres. Mais pour l'instant, nous avions un ennemi commun. Le briefing fut court et brutal. Le culte était solidement installé dans les montagnes, stockant armes et provisions pour leur projet apocalyptique. Nos ordres étaient bêtes et clairs, frapper fort et ne rien laisser derrière. On nous a donné des munitions spécialisées, offertes par les Européens, des balles bénies par des prêtres, imprégnées de reliques fondues et de cendres sacrées. Si le culte avait réussi à invoquer quelque chose venu d'ailleurs, ces munitions seraient notre meilleure chance pour l'abattre. Quand nous avons déployé nos forces, c'était une véritable offensive totale.
Les colonnes blindées avancèrent dans un grondement sourd, le soutien aérien rugissait au-dessus de nos têtes et l'artillerie attendait en position dans une base proche. La mission était simple, mais les enjeux, ils n'avaient jamais été aussi élevés. Les premiers tirs résonnèrent dans l'air alors que nous approchions de la montagne, l'écho des fusils rebondissant sur le relief escarpé. Les cultistes nous attendaient. Leurs armes légères ne pouvaient rivaliser avec les tourelles montées sur nos transports, mais ils n'hésitaient pas à essayer. Le vrombissement lourd des mitrailleuses emplit l'air alors que nos tireurs déchaînèrent l'enfer, réduisant leur défense en miettes. Les grenades fumigènes sifflèrent en crachant des nuages épais et étouffants qui dissimulaient notre débarquement. Un à un, nous avons jailli des véhicules, fusils levés, avançant à couvert et rapidement au milieu du chaos. Le paysage s'était transformé en un damier de protection et de mort. Arbres, souches calcinées et nos véhicules massifs servaient de boucliers contre la pluie de balles. Au-dessus de nous, les Apaches hurlaient comme des anges vengeurs, leurs canons de 30 mm déchirant les positions ennemies avec une précision implacable. Le sol vibrait sous mes pieds, secoué par les explosions qui résonnaient dans la vallée. Je me suis accroupi près d'une position de combat improvisée, mon pouls battant furieusement contre l'intérieur de mon casque. La radio était saturée de voix frénétiques, chaque unité formant une symphonie de chaos. Équipe Eagle, sous le feu, 11 heures. Contact sur le côté droit. Côté droit, amenez ce 240 immédiatement. Équipe Dragoon, nous avons besoin de tirs de suppression sur le flanc gauche. Installez cette mitrailleuse. Équipe Zweihander, à toutes les unités, attention, la Task Force européenne signale que les cultistes utilisent des cryptides. Je répète, cryptides sur le terrain. Attendez les détails. Équipe Reaper, 3 heures. Attention à vos tirs. 2-2, couvrez notre secteur avec l'assaut, sinon on va être débordé. Équipe Echo, le Mark 19 est hors service. Je répète, Mark 19 hors service. Nous avons un homme à terre. Évacuation médicale requise d'urgence. Le flot d'instructions, de cris et d'ordres était électrique, une marée vivante qui m'engloutissait jusqu'à ce que Conrad attrape mon épaule, me ramenant à la réalité. Il m'indiqua d'avancer. J'ai hoché la tête, le poids de mon fusil soudain plus lourd alors que je le suivais sur le flanc de la colline. Et c'est là que je les ai vus. Les cultistes étaient dispersés parmi les arbres, certains en vêtements civils, d'autres vêtus d'habits rituels, des robes rouge sang flottant comme des bannières grotesques. Mais ce n'étaient pas les cultistes qui m'ont fait chavirer l'estomac. Non, c'étaient eux, les cryptides. Ces créatures semblaient, tout droit, sorties d'un cauchemar oublié. Plus de 2,10 mètres, des corps décharnés tendus à l'extrême sur des muscles secs et noueux. Leurs bras, longs et squelettiques, se terminaient par des griffes noires recourbées, aiguisées, comme des lames, capables de déchirer un homme. Des cornes jaillissaient de leur front, se tordant comme des bois déchiquetés, et là où leurs yeux auraient dû être, il n'y avait que des cavités profondes et vides. Leurs museaux, lupins et allongés, étaient garnis de dents acérées comme des éclats de verre. Ils se sont jetés sur nous, dévalant la colline à une vitesse surnaturelle. Nous avons ouvert le feu, et les balles fournies par les Européens, ces munitions imprégnées de reliques sacrées, étaient efficaces, mais pas assez vite. Il fallait plusieurs impacts pour en abattre un, et même alors, ils continuaient de griffer et de mordre comme des chiens enragés en tombant. Les équipes européennes avançaient en formation, leur précision et leur brutalité pleinement visibles. Ils portaient des boucliers, de grandes plaques rectangulaires qui semblaient tirées d'un cauchemar romain. Mais ces boucliers n'étaient pas uniquement défensifs. Lorsque les cryptides se rapprochèrent, les Européens claquèrent leurs boucliers ensemble en un mur, activant quelque chose. Une lumière aveuglante jaillit dans un éclat, accompagné d'un rugissement d'énergie. Quand la lumière s'estompa, les cryptides se tordaient au sol, leurs corps brûlés et brisés fumants, percés de trous nets. C'était une exorcisation explosive, terrifiante d'efficacité. Nous nous sommes alignés derrière eux, progressant pas à pas. Les cultistes commencèrent à se replier dans leurs repères, un réseau de tunnels et de chambres creusées dans la montagne. Salle après salle, nous les avons délogés, la tension montant d'un cran à chaque pas. Le sang rendait le sol de pierre glissant. L'air était lourd de sueur, de fumée et de quelque chose d'acide, quelque chose de mauvais. La dernière salle était immense, comme une cathédrale dédiée à la folie. L'air vibrait, d'une énergie qui hérissait les poils sur mes bras et murmurait des promesses de mort. Au centre de la pièce, plusieurs Sasquatch étaient enchaînés au sol. Leurs fourrures étaient maculées de sang, leurs corps brisés et meurtris. Le chef des cultistes se tenait devant eux. Un homme grand et maigre drapé de robes fluides, son visage illuminé d'un sourire fiévreux. « Bienvenue » siffla-t-il, écartant les bras comme un prédicateur grotesque. « Vous arrivez juste à temps pour assister à la purification de ce monde, la renaissance de notre civilisation. »
Il arpentait l'espace devant les Sasquatch enchaînés, tirant une lame étincelante de ses robes. Sans la moindre hésitation, il trancha la gorge du plus proche. Le hurlement de douleur et de désespoir de la créature fit trembler la salle, résonnant avec les cris déchirants des autres. Le sang se répandit aux pieds du cultiste, s'infiltrant dans d'étranges runes gravées sur le sol de pierre. « Par le sang de ces bêtes, continua-t-il, sa voix montant crescendo, nous ouvrons un portail vers nos seigneurs, ils purifieront ce monde de ses impuretés, et de vous. » Une lumière rouge trancha l'obscurité de la salle comme une lame, et soudain, l'air se mit à vibrer d'un bourdonnement profane. Un portail s'ouvrit devant nous, ses bords enveloppés d'un feu écarlate, son centre un vortex abyssal et tourbillonnant. De l'obscurité émergèrent des créatures différentes de tout ce que nous avions vu, plus grandes, plus grotesques encore que les cryptides que nous avions déjà affrontés. L'une d'elles s'avança, imposante et hérissée, ses griffes scintillant comme des lames d'obsidienne. Sans hésitation, elle transperça le chef des cultistes, le soulevant comme une poupée de chiffon. Le fou éclata de rire, un son humide et gargouillant, alors que le sang s'échappait de ses lèvres. « Soyez témoins !» râla-t-il, s'étouffant dans ses propres délires. La créature jeta son corps sans vie sur le côté comme un vulgaire déchet avant de tourner son visage lumineux et dépourvu d'yeux vers nous. Puis elles chargèrent. Les équipes européennes se mirent en formation, leurs boucliers s'emboîtant en une barrière solide. La salle fut à nouveau inondée de cette lumière familière, une explosion d'énergie qui renvoya la plupart des cryptides en arrière, mais pas tous. 2 des monstres fracassèrent le mur de boucliers comme des béliers, projetant les soldats dans toutes les directions comme des quilles. Je vidai mon fusil sur l'un d'eux, les balles perforant sa chair marbrée sans le ralentir. Puis, il fut sur moi. Une de ses griffes massives s'accrocha sous la sangle de mon gilet pare-balles et me souleva du sol, comme si je ne pesais rien. Mon estomac se retourna, alors que je pendais dans son emprise, le monde tournoyant autour de moi. Une vague de désespoir monta en moi, et je saisis mon arme de poing, pressant la détente, encore et encore. Les balles à tête creuse arrachèrent des cornes des morceaux de chair de sa tête, mais la bête ne me lâcha pas. Elle poussa un hurlement guttural, inhumain, qui résonna dans ma poitrine, puis me projeta à travers la salle. Je percutai le mur de la caverne, une douleur brûlante explosant dans mon crâne. Le monde bascula, la poussière envahissant mes poumons, et ensuite, le néant. Quand je repris connaissance, le ciel s'étendait au-dessus de moi. L'air libre tranchait avec le chaos suffocant de la caverne. Ma tête bourdonnait et une douleur fulgurante irradiait de mon bras gauche alors que je me hissais, utilisant mon fusil comme une béquille. Autour de moi, des voix criaient, tendues et chargées de colère. Mon équipe se tenait en ligne dispersée, fusils braqués non pas sur des cryptides ou des cultistes, mais sur les Européens. Rook me repéra en premier, son visage s'illuminant d'un soulagement palpable. « Mec, t'es debout !» Puis son ton changea, devenant sombre et amer. « C'est le bordel !» Les Européens veulent abattre les Sasquatch qu'on a trouvés. Conrad essaie d'expliquer qu'ils ont été arrachés à leur tribu et forcés dans tout ça. Mais les Européens n'en démordent pas. Ils disent que c'est trop risqué de les laisser vivre. Putain mec, cette journée devient de mieux en mieux, non ? Je grognais, ajustant mon fusil. Oh oui, et mon bras, on dirait qu'il est passé dans une foutue déchiqueteuse. Rook esquissa un sourire en coin. Arrête de secouer le serpent, mec. Je t'ai dit que c'était mauvais pour la santé. Je lui lançai un regard assassin, mais la douleur amortissait mes répliques. Va te faire foutre, mec. Il éclata de rire, levant son majeur avant de revenir au sérieux. Notre équipe et les Européens restaient figés dans une impasse silencieuse et mortelle. Les minutes s'étiraient en une éternité alors que la tension montait. Les Sasquatch blottis derrière nous, tremblants. Leurs grands yeux sombres allaient, des armes levées à nos visages, la peur presque palpable. Je leur adressai un petit signe de tête, espérant transmettre un sentiment de sécurité que je n'étais pas sûr de pouvoir garantir. Puis, un mouvement. L'un des Européens leva une main, touchant son casque pour écouter quelque chose sur leur communication. Son corps se raidit, puis se relâcha, une frustration visible dans sa posture tendue. Il abaissa son arme et fit signe à son équipe d'en faire autant. À contre-cœur, nous suivîmes le mouvement, bien que nos doigts restassent proches des détentes. La trêve tacite persista, alors que nous conduisions les Sasquatch vers l'appareil de transport aérien qui nous attendait. Le vol de retour vers la base fut silencieux. Les Sasquatch se regroupaient, leur gigantesque forme rétrécie par la peur. À l'atterrissage, les Européens ne perdirent pas de temps. Ils déchargèrent leur équipement en murmurant des adieux brefs avant d'embarquer dans leur propre transport. Quelle que soit la mission qu'ils avaient accomplie, elle était terminée, pour l'instant. J'avais le sentiment distinct qu'on ne les reverrait pas de sitôt. Pour le moment, nous avions gagné, mais cette victoire semblait fragile comme la première lumière de l'aube après une nuit d'horreur.
Enfin, c'est tout pour l'instant. On m'appelle à la salle de briefing, alors je vais vous laisser avec ceci. Restez prudents là-bas. Et souvenez-vous, il n'y a rien que les balles ne puissent en guérir. L'incursion est survenue de nulle part, comme un couteau glissé entre les côtes dans une ruelle faiblement éclairée. Nous avons été frappés, durement, et je n'ai pas la moindre idée de comment ils ont fait. Tout ce que je sais, c'est que le Conseil des Alphas, notre pilier, ceux qui maintenaient cette paix fragile, sont presque tous morts. La structure s'effondre autour de nous, les fondations rongées, comme du bois par des termites. Tandis que je parle, les canons de la ligne de périmètre rugissent, leurs échos rebondissant dans l'obscurité comme le rire de la mort. Quel que soit le nombre de loups-garous loyaux qui restent, ils tiennent la ligne avec nous, bien que les chances soient contre nous. Nous avons demandé des renforts auprès des bases aériennes voisines, priant pour qu'ils arrivent avant qu'il ne soit trop tard. Mais laissez-moi revenir en arrière. Vous devez savoir comment tout a commencé. Des patrouilles de routine, comme d'habitude. Le monde était calme, étrangement calme, depuis que nous avions mis fin à ce culte. La paix a cette manière de vous rendre mou, n'est-ce pas? Conrad a reçu un message de l'ancien chef de meute, un message cryptique sur des meutes plus jeunes de loups-garous qui se séparaient. Les éclats de cette même putain de rébellion que nous pensions avoir enterrée il y a des mois. Le vieux loup disait qu'une grande menace arrivait, qu'il partagerait plus de détails une fois qu'il en saurait plus. Nous avons transmis ces informations à Zweihander, qui a immédiatement élevé l'alerte de base au niveau 4. Même cela semblait excessif à l'époque. J'étais dans la salle commune, en train de trier des rapports et de relayer des observations aux bases proches. C'était un travail ennuyeux, celui qui vous endort. Puis Conrad est entré en trombe, son visage aussi sombre qu'un nuage de tempête. « Préparez-vous, grogna-t-il. On part. Augustus est compromis. » Ces mots sont tombés comme un coup de tonnerre. Augustus, le chef alpha, le pilier qui maintenait notre fragile trêve. Si lui était compromis, l'équilibre du pouvoir s'effondrerait. Nous n'avons pas posé de questions, nous avons juste agi. En quelques minutes, nous étions armés et entassés dans le MRAP, filant vers le bidonville, comme si nous pouvions échapper à la peur qui rampait dans nos colonnes vertébrales. En chemin, Conrad a diffusé l'enregistrement qui avait tout changé. « Midbeji, Mituma » Augustus. « Hé, je sais que tu creuses là-dedans, alors je voulais partager ce que j'ai trouvé. Le leader de cette insurrection est... Attends, qu'est-ce que tu fais ici ?» Des coups de feu éclatent, net, proche. Un bruit sourd suit. Augustus, ne fais pas ça. Des années de confiance, de fraternité, tu vas tout détruire. Tu nous condamnes à la ruine. Je t'en prie, pense aux générations qui viendront. Voix inconnue. Confiance, fraternité, tu crois qu'on doit quelque chose à ces humains? Ils se pavanent comme s'ils étaient de nos égaux, ou pire, comme s'ils étaient au-dessus de nous. Ils ne seront rien d'autre qu'une note de bas de page dans l'histoire. C'est une nouvelle ère, vieux. Et il n'y a pas de place pour des reliques comme toi. Un coup de feu résonne. L'enregistrement se coupe dans le silence. L'air dans le véhicule était lourd, étouffant. Personne ne parlait. Chacun de nous traitait la situation à sa manière, essayant de reconstituer ce qui allait suivre. Je trouvais mon pouce traçant machinalement le sélecteur de tir de mon fusil, comme si le bruit du commutateur pouvait m'ancrer dans la réalité. « Contact, à midi !» appela le conducteur, sa voix perçant la brume. « Les zones résidentielles sont en feu. » Conrad hocha la tête sombrement, son visage impassible dans la faible lumière, et ouvrit la trappe alors que le véhicule s'arrêtait. La pluie tombait en torrent, se mêlant à la fumée qui accrochait l'air comme un brouillard maléfique. En sortant du MRAP, le sol détrempé couinait sous nos bottes, l'odeur métallique du sang et du bois brûlé flottant dans l'air. « Périmètre !» ordonna Conrad. Nous nous sommes dispersés, scrutant nos secteurs, armes levées, les nerfs tendus à l'extrême. La pluie sifflait contre le métal du véhicule, tandis que Rook me serrait l'épaule, sa voix basse dans mon oreille. « Je suis derrière toi, mec. » Son ton était calme, un mince fil de réconfort dans ce chaos. Nous n'avions fait que quelques pas depuis le véhicule, lorsque les premiers des tirs brisèrent alors le silence tendu. 2 des nôtres tombèrent instantanément, leur corps s'effondrant dans la boue. La voix de Conrad traversa le vacarme, nous ordonnant d'entrer en action. Puis vinrent les hurlements, bas, gutturaux et proches, trop proches. Des formes sombres se faufilèrent à travers la brume, des ombres aux dents et griffes acérées. Les cris éclatèrent, alors que l'unité se désintégrait, déchiquetée par une rage bestiale. Nous avons reculé, traînant nos blessés, mais ils étaient sur nous avant que nous puissions nous regrouper. Le conducteur sortit, un fusil à pompe hurlant dans ses mains. Il réussit à abattre l'une des bêtes, sa forme massive tanguant sous le cou. Mon estomac se retourna en voyant une main griffue l'attraper par le casque, le soulevant comme une marionnette. Ses membres se tordaient, désespérés et inutiles, avant que la créature ne lui déchire la gorge d'un craquement sordide, jetant son corps sans vie dans la boue. « Non !»
Le mot jaillit de ma gorge et j'ouvris le feu, le recul du fusil me frappant douloureusement à l'épaule. Mes balles traversèrent son corps, 2 frappant sa mâchoire et son temple. La bête s'effondra, s'étalant sur le MRAP comme un trophée grotesque. Je tournai mon fusil vers les ombres, tirant par rafales courtes sur tout ce qui bougeait. « Regroupez-vous » hurla Conrad à travers le chaos, sa voix perçant le torrent de balles et de grognements. Je trébuchai vers le véhicule, trouvant un abri aux côtés des autres. Nous étions 8 à l'origine, il ne restait que 4 d'entre nous. La pluie tombait plus fort, une pluie continue masquant les grognements sourds venant des ténèbres. Nous nous serrâmes, couvrant chaque secteur, nos dos formant une barrière fragile contre le vide. Les grognements se transformèrent en grognements féroces, puis en rugissements gutturaux, puis le silence. Les bruits de pas fuyants se fondirent dans la nuit trempée. Un instant, aucun de nous ne bougea. Nous étions des statues, figées par l'adrénaline et la terreur. Puis une voix brisa le silence, nous faisant tous sursauter. « Ça va, vous êtes en sécurité. » Je jetai un coup d'œil à Rook, qui ricana. Si on est en sécurité, je devrais voir des filles thaïlandaises canons venir vers nous. Un rire sec m'échappa malgré moi. Oublie ça. J'échangerais n'importe quoi pour une bière en ce moment. La tension se brisa, juste un peu, tandis que quelques rires étouffés circulaient entre nous. Ce n'était pas grand-chose, mais c'était quelque chose, une braise de camaraderie dans les cendres de notre situation. Le bruit de pas mouillés approcha, et chaque fusil se braqua sur le bruit. Une silhouette émergea, les mains levées. Une femme, les cheveux roux collés à son visage, sa veste trempée. Elle évalua la scène, ses yeux effleurant le carnage avant de jurer entre ses dents. Derrière elle, d'autres formes se matérialisèrent. Des loups-garous. Pas des assaillants, mais des alliés. Ils portaient nos blessés, leurs mouvements prudents, presque respectueux. Un par un, ils posèrent les blessés près de nous. Rook les vérifia, son expression se radoucissant juste un peu. « Ils sont vivants, » dit-il, la voix tendue. À peine. Nous travaillâmes dans un silence grave, chargeant les blessés et les morts dans le MRAP. Lorsque ce fut fini, je me tournai vers la femme. Ses yeux rencontrèrent les miens, son expression un mélange de tristesse et de détermination. « Nous ne sommes pas tous d'accord avec cette violence, » dit-elle, sa voix basse mais ferme. « Nous viendrons à votre aide, peut-être pas maintenant, mais bientôt. Cette guerre n'est pas seulement la vôtre. » Elle balaya des yeux la destruction, les corps éparpillés comme des jouets brisés. Ses épaules s'affaissèrent alors qu'elle remontait son col contre la pluie. « Je suis tellement désolé que cela vous soit arrivé. » Ces mots flottèrent dans l'air, un murmure de culpabilité que la tempête ne parvint pas à étouffer complètement. La femme s'élança dans l'obscurité, ses camarades la suivant sans hésitation. Sa silhouette disparut dans la tempête, nous laissant seulement sa promesse et les hurlements qui montaient au loin. Je sautai dans le siège du conducteur, claquai la porte et appuyai à fond sur l'accélérateur. Le MRAP rugit en marche, fonçant sur la route détrempée, ses pneus déchirant la boue. Le déluge martelait le métal comme des tambours de guerre, et au loin, la lueur pâle de la base se profilait à l'horizon. Les projecteurs tranchèrent à travers la brume, révélant les portes massives, verrouillées. Un groupe de personnel armé se rua sur l'entrée, tandis que la porte grinçait en s'ouvrant, le bruit d'une lente agonie face à l'urgence battant dans mes veines. « Allez, allez !» marmonnai-je, les dents serrées. Dès que nous franchîmes le seuil, la porte se referma derrière nous dans un claquement métallique. Les hurlements à l'extérieur se firent plus forts, plus proches. « Ils arrivent !» dit Conrad d'une voix plate, perçant la pluie. « Et on n'a pas beaucoup de temps. » La base s'anima en un instant. Les tireurs prenaient en leur place dans les tours, les snipers s'installèrent dans leur position et des lignes défensives se formaient autour de l'entrée. La montagne engloutissait nos opérations, sa taille immense et ses couches complexes promettant la sécurité. Si seulement nous pouvions tenir la ligne. 4 couches de défense nous séparaient de l'oblivion, se terminant par les énormes portes d'acier qui scellaient la base. Même à l'intérieur, les points de contrôle étaient renforcés avec des positions de mitrailleuses préparées pour le pire. Je courus vers l'armurerie avec Rook, Conrad et les restes de notre équipe juste derrière. Aucun de nous ne parlait, il n'y avait rien à dire. Nous attrapâmes des munitions, des grenades et tout ce que nous pouvions emporter. Une fois approvisionnés, nous échangeâmes de brefs hochements de tête, des promesses silencieuses que nous allions combattre jusqu'au dernier, et nous dirigeâmes vers le périmètre extérieur. Le bruit sec des tirs nous accueillit à notre sortie. « Ils sont là !» cria quelqu'un. Les tours de garde s'illuminèrent, lançant des rafales sur les ombres qui chargeaient à travers la pluie. La première vague de loups-garous grimpa les murs, leurs formes massives bondissant par-dessus les défenses avec une facilité terrifiante. J'ouvris le feu, mes balles déchirant chair et fourrure, mais d'autres continuèrent d'arriver. Le sol semblait se déformer tandis que les créatures se ruaient, leurs grognements et rugissements noyant le bruit de la pluie. « Tenez la ligne !» hurla Conrad.
Les loups nous frappèrent comme une masse, griffes et dents déchirant armure et chair. Le chaos éclata. Les soldats brandissaient des épées argentées et tiraient en des fusils à pompe, leurs armes brillant dans les éclats de feu de bouche. Le sang se mêlait à la pluie, alors que le combat corps à corps engloutissait la ligne. L'un des nôtres enfonça son épée dans la poitrine d'un loup avant d'être plaqué au sol par un autre. Je n'oublierai jamais ses cris, la façon dont il maudissait à travers ses lèvres ensanglantées avant de tirer la goupille d'une grenade. L'explosion traversa le groupe, son dernier acte, un sombre témoignage de sa détermination. Nous nous battions comme des animaux acculés, désespérés et féroces, la boue glissante de sang sous nos bottes. Peu à peu, douloureusement, nous les repoussâmes. L'assaut faiblit, les loups se repliant dans la tempête. Le silence qui suivit était suffocant, lourd de pertes. Conrad fit le point sur la scène, sa mâchoire serrée alors qu'il observait les blessés et les morts. Tant de visages étaient beaux partis. Nous restâmes là, silencieux, les survivants trop épuisés pour pleurer. Puis vint le tumulte à la porte. La tête de Conrad se tourna brusquement vers le bruit, et il nous incita à le suivre. Armes levées, nous approchâmes du périmètre. À travers la pluie et les projecteurs, nous les aperçûmes. Un amas de personnes, des hommes, des femmes, des enfants, des survivants trempés et frissonnants, leurs yeux écarquillés de peur. Les yeux de la femme, aux cheveux roux, lourds de sympathie, scrutèrent nos visages. Elle baissa la tête, sa voix tremblante mais résolue. « S'il vous plaît, nous n'avons nulle part où aller. Nous refusons de participer à ce massacre, et à cause de cela, nous ne sommes plus les bienvenus, nulle part. Je vous supplie, du fond du cœur, de nous aider. » Ces mots flottèrent dans l'air comme de la fumée, épais et difficiles à respirer. Nous échangeâmes des regards, le poids de sa supplication s'enfonçant dans le silence. Ce ne fut qu'après qu'un de nos hommes s'éloigna en grognant. « Merde, les gamins sont gelés, mettez-les à l'abri !» Que le charme se brisa. Nous nous déplacions rapidement, poussant les réfugiés à l'intérieur de la base. Les enfants s'accrochaient à leurs parents, leurs visages pâles et mouillés de pluie, tandis que les gardes et les médecins se précipitaient en pour s'occuper d'eux. Les blessés de la bataille précédente étaient déjà là, leurs gémissements et murmures formant une bande-son lugubre au chaos ambiant. Je me tenais à l'écart de la pièce, mon regard dérivant vers le fond où une rangée de sacs mortuaires noirs longeait le mur. La vue me cogna en plein ventre, un rappel brutal de ce que nous avions déjà perdu. Je détournai le regard, mes épaules s'affaissant alors que je me traînais vers les quartiers de l'unité. Enlevant mon uniforme trempé, je me glissais dans une tenue sèche, la chaleur apportant peu de réconfort, face au froid qui s'était installé dans mes os. Je m'assis lourdement sur le bord de mon lit, fixant le miroir fissuré en face de moi. Mon reflet me semblait étranger. Des yeux hantés, un visage émacié, un soldat à peine tenu ensemble. Cette nuit serait longue, trop longue. Mon esprit tournait en boucle, rejouant la bataille, les visages des disparus, le cri désespéré de la femme. Par-dessus le grésillement de la radio de la base, j'entendis des fragments de transmission. Des renforts étaient en route, des drones sans pilote déployés pour renforcer nos défenses. Les réfugiés n'étaient plus seulement en train de se cacher. Les plus forts d'entre eux s'étaient avancés, volontaires pour se battre à nos côtés. C'était un petit réconfort de savoir que nous n'étions pas complètement seuls. Mais les loups à l'extérieur n'avaient pas fini. On nous avait averti qu'ils se regroupaient, massant leurs forces pour une nouvelle attaque. Je m'appuyais en avant, la tête dans les mains, essayant de repousser la tempête qui faisait rage dans mon esprit. Le sommeil ne viendrait pas ce soir, je le savais déjà. Mais même alors que l'épuisement se faisait sentir, une étrange détermination prit racine dans ma poitrine. Prenez soin de vous, tous. Si vous avez l'occasion, vivez pleinement et heureux. Parce qu'ici, dans l'obscurité et la pluie, parfois, tout ce qu'il vous reste, c'est l'espoir que votre combat signifie quelque chose. Et si ce n'est pas le cas, eh bien, il n'y a rien que les balles ne puissent guérir. Cela faisait trop longtemps depuis ma dernière mise à jour, une période qui semblait avoir été taillée dans la chair brute de l'enfer lui-même. Les jours se fondaient dans les nuits, et les nuits se superposaient les unes aux autres, mais d'une manière ou d'une autre, nous étions encore là, toujours en train de combattre. Des renforts étaient arrivés des bases voisines, et avec eux, une nouvelle devise. Pas de pitié, pas de retraite. Les gants étaient tombés, et nous étions à la chasse au sang. Les réfugiés que nous avions accueillis étaient regroupés à l'intérieur des murs fortifiés de la base en sécurité, du moins pour l'instant. Le premier assaut avait été un cauchemar, mais pas celui dont on se réveille. Les drones, froids et insensibles, avaient pris le plus gros de l'attaque aux côtés de nos alliés loups-garous, dont la fidélité sauvage avait maintenu l'ennemi à distance. Lorsque les hélicoptères de combat rugirent dans les airs comme des vautours mécaniques, les attaquants se dispersèrent, se repliant dans les ombres d'où ils étaient revenus. Les Black Hawks et Chinooks descendirent comme des anges noirs, déversant des soldats au frais et de l'artillerie sur cette terre souillée de sang. Nous avons enterré nos morts, pansé nos blessés et raffermi nos cœurs.
Ce que nous voulions était simple, la vengeance. Le commandement ne se contentait pas de l'accepter, il l'exigeait. Les drones de reconnaissance avaient repéré le bastion des loups profondément dans la forêt que nous devions patrouiller. Ce n'était plus une mission, c'était personnel. Chaque homme et chaque femme fit un pas en avant pour se porter volontaire. Personne ne restait en arrière. Après le briefing, je sortis dans le fracas frénétique des préparatifs. Les tuyaux à carburant sifflaient en remplissant les transports blindés. Les caisses de munitions s'entrechoquaient tandis qu'elles étaient rechargées et transportées. Le rugissement mécanique des hélicoptères de combat résonnait à travers la base. L'air était électrique, un orage crépitant d'anticipation et de rage. Une main se posa fermement, mais familièrement sur mon épaule. Je me tournai pour trouver Roukla, son visage ombragé sous la visière de ses Oakleys. Il grinça des dents, un éclat de lumière sauvage dans son sourire. « On va s'en occuper, frère », dit-il, sa voix calme, mais chargée de feu. « On va leur faire payer. » Je réussis à esquisser un sourire petit et aiguisé. « T'as raison, on va leur faire payer. » À exactement 22 heures, nous nous mîmes en route. Le vrombissement des moteurs et le lourd bruit métallique du fer résonnaient dans la nuit froide, tandis que nous nous dirigions vers le bastion. À l'intérieur de la cabine, le silence régnait. Pas de blagues, pas de bavardage, juste une pulsation collective de détermination froide. Lorsque le véhicule de tête signala un contact à la périphérie, tout se mit en mouvement. Les fusées éclairantes sifflaient et explosaient dans l'obscurité, projetant des ombres coupantes à travers les arbres. Nos transports défoncèrent leur campement comme des loups à travers un troupeau de moutons. Le temps de la pitié était révolu. Je descendis, le fusil prêt, mes yeux fendant le chaos alors que nos équipes avançaient. La forêt s'éveillait au tonnerre des tirs et aux hurlements bestiaux des loups-garous qui brisaient la ligne des arbres. Ils étaient rapides, plus rapides que tout ce qui devrait l'être, mais pas assez rapides. Les tourelles des transports crachèrent du feu, les balles déchirant les bêtes et les envoyant rouler dans la boue. Nous n'hésitâmes pas. Nous avancions, visant 2 balles dans la tête de chaque créature qui touchait le sol. Le seul bon loup était un loup mort. Puis vinrent les hurlements, plus forts, plus proches. La nuit se gonfla de leurs cris, tandis que des vagues successives de créatures jaillissaient des ombres. Nous formâmes un périmètre, nous retranchant alors que l'obscurité éclatait sous le feu des balles traçantes et des fusées éclairantes. Pour chaque loup que nous abattions, 3 autres semblaient surgir des profondeurs de la forêt. C'était implacable, une marée de griffes et de dents qui menaçait de nous engloutir. Au-dessus de nous, un Black Hawk rugit dans la bataille, ses canons Gatling crachant des torrents de plomb incandescent qui fendaient la forêt comme une faux. Le vrombissement assourdissant des balles couvrit même les hurlements, tandis que les douilles tombaient autour de nous comme une pluie en fusion. Mais les loups continuaient d'avancer, poussés par une faim noire et insondable. Nous ne nous battions plus simplement pour survivre, nous nous battions pour les anéantir, pour les brûler hors de l'existence. La forêt tremblait sous la furie de notre assaut, et la nuit brûlait de notre résolution. Ce soir, nous ne nous arrêterions pas avant que le dernier hurlement ne se perde dans le silence. L'air était saturé de l'odeur du cuivre et de la poudre à canon, un parfum suffocant de mort qui se logeait au fond de ma gorge. La fumée s'enroulait paresseusement autour de nous, traînant comme les fantômes des défunts. Mes muscles brûlaient alors que je me poussais hors de ma position défensive, scrutant le champ de bataille à travers un voile de brume. Des corps, des tas de corps, jonchaient le sol forestier, leur forme sans vie, un sinistre témoignage du carnage de la nuit. Conrad fit un signe pour que nous avancions, son poing tranchant l'air comme une lame. Nous progressâmes en ligne, serrés et déterminés, nos armes balayant l'obscurité tandis que d'autres équipes se joignaient à nous. Nous passions près des morts, nous arrêtant uniquement pour vérifier qu'ils demeuraient dans cet état. Chaque pas crissait sur les débris de branches brisées et de douilles usées. Puis un bruit, un craquement, net comme un coup de fouet. Nous nous figeâmes. Le poing de Conrad se leva, nous ordonnant de nous arrêter. Les yeux plissés, les armes pointées, nous fixâmes les ombres oppressantes de la lisière des arbres. La forêt se déplaça, gémit, puis bougea. Une branche jaillit des ténèbres, une lance brisée lancée avec une force inhumaine. L'instinct prit le dessus, et nous plongeâmes pour nous abriter alors qu'elle frappait le côté de l'un de nos véhicules blindés, repliant sa tôle dans un cri strident. Émergeant des ombres, ils se dévoilèrent, plus grands, plus larges et plus monstrueux que tout ce que nous avions affronté jusqu'à présent. Les chefs de meute renégats, 13 pieds de menaces hurlantes, leur forme une fusion grotesque de fourrure et de muscles, leurs yeux brûlants d'une intelligence sauvage. Lentement, l'un d'eux fit un pas en avant, sa transformation se déroulant sur lui comme une vague répugnante jusqu'à ce qu'il se tienne devant nous, en forme humaine. Même dépouillé de sa silhouette monstrueuse, sa présence était suffocante, son arrogance palpable.
Il nous regarda de haut comme si nous n'étions que de la poussière sous ses griffes. « Vous, les humains !» cracha-t-il, sa voix un grondement bas qui résonna à travers la clairière. « Avec vos tanks, vos armes et vos hélicoptères. Vous vous croyez les alphas, mais vous avez tort. Vous êtes des parasites, des choses fuyantes, fragiles. Il y en a plus que vous, fatigués de votre domination, fatigués de plier sous votre volonté. Les anciens se sont peut-être inclinés devant vous, mais nous ne le ferons pas. Il n'y a pas de liberté, pas de justice dans votre règne, seulement peur et soumission. » Il s'approcha, ses camarades avançant avec lui comme des ombres vivantes. « Vous pouvez me tuer, » dit-il en ricanant, les bras écartés dans un défi moqueur. « Mais mon message va... » Le crépitement des balles coupa ses mots en morceaux. La position d'emplacement explosa, crachant du plomb, déchiquetant les loups-garous avec une brutalité implacable. Leurs corps se secouèrent et se tordirent, démembrés en plein mouvement alors que les balles les déchiraient. Le silence tomba, lourd et absolu, brisé seulement par le sifflement des débris qui se déplaçaient. Les chefs de meute gisaient dans des tas informes, leur arrogance réduite à des fragments éparpillés. Conrad se plaça derrière moi alors que je m'approchais des corps, le fusil en main. Mes bottes crissèrent sur les feuilles imbibées de sang lorsque je poussai le cadavre le plus proche. Sa forme tordue ne bougea pas. Je braquai mon fusil, envoyant 2 balles dans son crâne, puis répétai le geste avec les autres. Une précaution certes, mais une leçon apprise à la dure. Satisfait, je levai le pouce et me retournai vers mon équipe. Les équipes de nettoyage arrivèrent peu après. Leur efficacité glaciale, un contraste frappant avec le chaos qui les avait précédés. Nous retournâmes à la base en silence, chacun portant le poisse de la nuit à sa manière. Lorsque je m'effondrai sur mon lit, l'épuisement m'enveloppa, me tirant dans le premier sommeil réparateur que j'ai eu depuis des semaines. Mais la paix ne dure pas dans un endroit comme celui-ci. Je me réveillais dans un tumulte, le bourdonnement de l'activité me tirant des profondeurs du sommeil. Groggy mais alerte, j'enfilai mon uniforme, ajustant les sangles de mon étui de cuisse et fermant ma chemise de combat. Dehors, le héliport était une ruche d'activité. Le commandant de la base se tenait là, flanqué de Conrad et de 3 autres gars que je reconnaissais, leurs équipements impeccables, leur posture tendue. Devant eux, un hélicoptère noir comme l'ébène, ses pales tournant avec un bourdonnement mécanique. 4 silhouettes se tenaient devant l'hélicoptère. 3 étaient équipés pour la guerre, leur visage froid et impénétrable. La 4e, on aurait dit qu'il venait tout juste de sortir d'une réunion de direction, son costume sur mesure frappant et déplacé dans ce décor de chaos. Je poussai un soupir, sentant le poids du moment se poser sur mes épaules. C'était la Fondation. Oui, cette Fondation. Je sais que certains d'entre vous se demandent si nous avons des liens avec eux, alors permettez-moi de clarifier les choses. Nous nous connaissons, bien sûr. Mais nos méthodes, comme le jour et la nuit. De temps à autre, ils envoient un liaison pour exhiber leur puissance, nous rappeler leur présence, mais pour la plupart, ils restent dans leur domaine et nous dans le nôtre. C'est ainsi que cela a toujours été. Et c'est ainsi que cela doit rester. Je m'approchai du côté de Conrad, lui adressant un bref signe de tête avant de tourner mon attention vers le duel verbal qui se déroulait devant nous. Zweihander, notre officier commandant, faisait face à l'émissaire de la Fondation, et ça commençait à ressembler à un sacré concours de bravoure. L'émissaire avait cette confiance détestable, celle qui vous fait frissonner. Son sourire ne parvenait pas à atteindre ses yeux alors qu'il ajustait ses lunettes de soleil croisant le regard de Zweihander. Cette incursion, dit-il, sa voix huileuse et condescendante, ternit l'image de votre unité. On dit que vos opérations ici pourraient en être réaffectées. Si ça arrive, toute cette zone sera laissée sans surveillance. Et croyez-moi, il n'y a pas de manque de groupes prêts à s'emparer de ce territoire. Zweihander esquissa un sourire en coin, les bras croisés, ses lunettes de soleil brillant sous le soleil. « C'est vrai ?» répondit-il, son ton décontracté mais matiné de ferveur. « Eh bien, je ne me ferai pas de soucis pour nous voir partir de sitôt. De toute façon, notre réputation parle d'elle-même. Vous savez, étant donné qu'on ne balance pas de civils innocents dans la moulinette juste pour voir ce qui fait marcher les monstres. » Le coup fit mouche. L'émissaire avala difficilement, sa main se repliant instinctivement pour ajuster sa cravate. Ses gardes se raidirent, leur malaise évident, mais il se redressa rapidement. « Je reviendrai vers vous, » marmonna-t-il, avant de se retirer vers son transport. Ses gardes se mirent en marche, et quelques instants plus tard, l'hélicoptère noir s'éleva dans les airs, son rotor fouettant la poussière en une frénésie. Zweihander se tourna vers nous, un large sourire barrait son visage. « Je dirais que ça s'est plutôt bien passé, non ?» Conrad rit, son sourire acéré et féroce. « Ouais, carrément, chef !» Les autres se joignirent à lui, le rire se propageant à travers le groupe tandis que la tension se dissipait. L'équipe commença à se disperser, chacun retournant à ses occupations. Conrad me donna une claque sur l'épaule avant de partir. « Prépare-toi, dit-il.
On part vers le sud. Zweihander a reçu une demande d'un autre poste pour du renfort et bien sûr, il nous a volontaires. Je hochai la tête et me dirigeais à l'intérieur, déjà en train de préparer mentalement le déploiement. Lorsque nous nous regroupons, l'ordre tomba. Nouveau-Mexique. C'était là que nous allions. Un changement de décor, certes, mais la mission ne changeait pas vraiment. Je vous tiendrai au courant une fois que nous serons arrivés. Ça fait du bien de revenir, même si le boulot ne vous laisse jamais vraiment de répit. Et rappelez-vous, il n'y a rien que les balles ne puissent guérir. L'air était lourd cette nuit-là, comme si le monde lui-même avait pris une grande inspiration et refusait d'expirer. Le temps s'était échappé de moi dans le chaos, ma vie se repliant dans des déploiements et des escarmouches, les uns après les autres. Les couchers de soleil envoûtants du Nouveau-Mexique et les sables murmurants devaient attendre. Quelque chose de plus sombre, plus immédiat, avait pris le devant de la scène. La tension de notre unité s'était déplacée alors que les barrières que nous avions construites pour protéger le monde contre les créatures cryptides commençaient à faiblir. Ce calme précaire que nous avions réussi à imposer se dénouait. Les premiers rapports arrivèrent comme toujours. Des voix murmurées au travers de la statique radio, un tressaillement de peur caché derrière un professionnalisme à la limite de la froideur. Un nouveau cryptide, bien différent de ceux que nous avions rencontrés, avait été aperçu. Son insaisissabilité était inquiétante. Il dansait juste hors de portée de nos patrouilles, nos drones ne captant que des aperçus fugaces d'une silhouette élancée, peut-être 7, peut-être 8 pieds de haut avec une agilité grotesque, rampant à 4 pattes comme une chose sortie des pires cauchemars de l'humanité. Ce qui ressortait davantage que son apparence, cependant, c'était son comportement. Ce n'était pas juste une créature qui fuyait, c'était une créature qui chassait. La première rencontre confirmée venait d'un village de loups-garous, profondément enfoui dans la forêt. La créature avait tenté d'enlever un enfant, un acte si audacieux qu'il avait déclenché un affrontement violent avec la meute. Il l'avait repoussée, blessée mais pas morte. C'était tout ce qu'il nous fallait. Le niveau de menace a explosé et les ordres sont tombés. Patrouille de niveau d'alerte 4. Les rues n'étaient mites et plus nôtres pour les arpenter. Elles étaient en devenues un champ de bataille. Les strikers ICV, équipés de tourelles 50, roulèrent dans les rues, les unités de réaction rapide étaient balistes et prêtes à intervenir, et les hélicoptères de combat étaient en alerte, prêts à obscurcir le ciel si la situation l'exigeait. Pendant des jours, nous n'avons rien trouvé. Puis, il nous a trouvés. Il y a 2 nuits, lors d'une patrouille de routine, le cryptide s'est abattu sur un striker, comme une tempête venue de nulle part. Ce n'était pas comme les autres, il ne fuyait pas, il ne se dissimulait pas dans l'ombre. Celui-ci attaquait, sa silhouette émaciée se mouvant avec une intensité féroce. Il griffait la tourelle comme s'il voulait la dévorer, disloquant sa mâchoire à une largeur impossible. Le tireur n'a pas hésité. Le 150 calibre a rugi, déchirant le crâne de la créature et éclaboussant la nuit de quelque chose de plus sombre que du sang. Le corps a été ramené pour étude. Ce que nous avons pu discerner nous a glacés jusqu'à l'os. Les munitions conventionnelles pouvaient le tuer, oui, mais ces cryptides étaient autre chose, quelque chose d'invasif. Ils ne se contentaient vraiment pas de perturber l'écosystème, ils menaçaient de le remodeler. Et puis, il y a eu la nuit dernière. Les drones ont détecté un mouvement, des signatures thermiques regroupées autour d'un complexe résidentiel à la périphérie de la ville. Ce n'étaient pas des chasseurs solitaires, c'était quelque chose de coordonné. Mon équipe, ainsi que 5 autres, a été déployée immédiatement. La police locale était déjà sur place quand nous sommes arrivés, leur voiture de patrouille et 2 MRAP du SWAT formant une ligne fragile contre l'inconnu. Nous nous sommes déployés, prenant position autour du complexe. Le silence était suffocant, anormal. Même la symphonie nocturne habituelle s'était tue comme si les cryptides avaient englouti la nuit elle-même. La voix de Conrad a brisé la tension, calme, mais teintée d'inquiétude. Zweihander, ici l'équipe Hunter. Avertissement, nous sommes sur site. Les forces de l'ordre local sont présentes. Demande des règles d'engagement. Terminé. La réponse est venue comme un murmure venant des ténèbres. Équipe Hunter, si ça rampe, ça combat. Engagez-vous à volonté. Sécurisez toutes les ressources civiles et policières. Zweihander, terminé. Conrad abaissa son radio, son visage grave sous ses lunettes de vision nocturne. Il actionna son fusil dans un claquement métallique, le bruit résonnant dans l'immobilité. « En avant !» ordonna-t-il, sa voix basse mais autoritaire. Le couloir était un mausolée de silence, l'air lourd d'une sensation intangible, de la peur peut-être, ou de l'impression que les ombres elles-mêmes avaient des dents. Je pris la tête, le fusil levé, Rook juste derrière moi, alors que nous pénétrions dans le complexe résidentiel. Chaque bruit, chaque craquement de nos bottes semblait assourdissant dans l'absence de vie. Aucune musique derrière les portes, aucun bourdonnement d'appareil, aucune conversation étouffée. Juste le néant. Nous avancions, nos mouvements lents et délibérés, scrutant chaque centimètre du couloir à mesure que nous progressions.
Ce ne fut pas long avant que nous ne trouvions le premier signe de trouble. Une traînée sombre et luisante sur le sol, presque noire sous l'éclat vert de mes lunettes de vision nocturne. Du sang. Je fis signe à l'équipe de me suivre alors que je suivais la trace plus loin dans le couloir jusqu'à ce qu'elle mène à un tableau macabre. 2 officiers du SWAT gisaient, repliés sur eux-mêmes, morts. L'un était affalé contre le mur, tenant l'autre comme dans une tentative futile de le protéger. Leurs armes de poing étaient encore serrées dans leurs mains sans vie. Les culasses ouvertes, les chargeurs vidés. Quoi que ce soit qui soit venu pour eux, il ne leur avait pas laissé une chance. Notre médecin, Doc, pour l'instant, s'agenouilla à côté d'eux, ses mains gantées, cherchant des poux qui n'étaient plus là. Elle murmura un rapport sombre, des marques de griffes et de morsures partout. L'officier, contre le mur, avait des entailles à la cuisse, l'autre une morsure brutale au cou et une plaie perforante dans l'estomac. Ils avaient enseigné à mort avant que la créature ne termine son œuvre. Le silence fut soudainement brisé par un cri, strident et bestial, mais indéniablement humain. Une silhouette surgit de l'obscurité, fonçant droit sur Doc. Elle réagit vite, pivotant pour faire face à la menace, son fusil se levant pour la rencontrer. Mais elle était plus rapide. Elle la plaqua contre le mur, la clouant avec une force monstrueuse. Son visage était un flou grotesque de dents et de fureur tandis qu'elle mordillait et griffait son gilet, essayant de déchirer la chair tendre en dessous. Son cri déchira le couloir, et ses mains cherchèrent son pistolet tandis que nous ouvrions le feu. Les balles frappèrent leur cible, faisant reculer la silhouette émaciée de la créature. Mais pas avant qu'elle ne déchire un morceau de tissu du gilet de Doc. Ses dents effilées brillaient, ébréchées par l'échec de l'attaque sur son armure. Elle la lâcha. Doc se redressant rapidement, attrapant son arme et rejoignant la fusillade. La créature se tordait et spasmodait sous le torrent de balles jusqu'à ce qu'elle s'effondre au sol, sans vie. La puanteur de la poudre et du sang emplissait le couloir, âcre et nauséabonde. Avant que nous puissions reprendre notre souffle, l'air éclata d'un hurlement, inhumain, glaçant, provenant des 2 extrémités du hall. D'autres arrivaient. L'équipe se fractura sous l'assaut soudain, chaque groupe contraint de se replier dans des appartements séparés pour se mettre à couvert. Doc, Rook et moi nous écrasâmes dans le premier appartement venu, fermant la porte et la barricadant avec tout ce que nous trouvions. Je m'appuyais contre le mur, le cœur battant, essayant de reprendre mon souffle. L'appartement était un 2 pièces, ses occupants visiblement absents. Des signes de chaos étaient en partout, des repas à moitié mangés, des chaises renversées, des assiettes brisées. Il racontait une histoire de terreur qui s'était déployée ici, une histoire que nous allions bientôt rejoindre. Nous balayâmes l'appartement méthodiquement, sécurisant la chambre principale et la salle de bain avant de nous diriger vers la seconde pièce. C'était la chambre d'un enfant, un lieu censé être un sanctuaire. Mais elle était devenue le théâtre d'une horreur que je n'oublierai jamais. À l'intérieur, 2 enfants étaient là immobiles, presque anormalement. Entre eux, une des créatures se tenait accroupie, leur enveloppant de son corps squelettique comme pour les protéger. Elle ronronnait et sifflait, une imitation glaciale de confort, alors qu'elle leur vomissait une substance semblable à de la bile dans leur petite bouche. La créature se tourna vers nous, ses yeux brillants de malice. Elle siffla, se mettant entre nous et les enfants. 2 balles dans la tête mirent fin à sa vie. La créature s'effondra, son emprise sur les enfants brisée. Doc et Rook se précipitèrent vers eux tandis que je tentais de joindre le commandement via la radio. La statique était incessante. Frustré, je me retournai vers l'équipe et me figeai. Les enfants étaient éveillés maintenant, leurs visages tordus en des masques grotesques de rage. L'un se jeta sur Doc, qui le repoussa instinctivement, l'envoyant percuter le mur avec un bruit sourd. L'autre s'agrippa à Rook, grimpant sur son dos tel un animal sauvage. Sa mâchoire se dévissa, s'enfonçant dans son épaule. Son cri était brut, primitif. Il s'écrasa contre le mur, tentant de se débarrasser de la créature, mais elle tenait bon, mordant de plus belle. Le plafond céda dans un fracas assourdissant, des morceaux de plâtre et des débris tombant en pluie alors que 2 créatures déchiraient l'espace comme des prédateurs percés à jour dans leur terrain de chasse. Leurs griffes se plantèrent dans Rook, s'y agrippant avec une précision terrifiante. Le temps lui-même sembla se distordre, chaque mouvement comme un film en slow motion qui refusait d'avoir du sens. Mes instincts hurlaient à l'action, mais mon corps se figea, paralysé par la pure folie de la scène qui se déroulait devant moi. Rook luttait avec vaillance, ses grognements de douleur engloutis sous les grondements gutturaux des créatures. Leurs griffes déchiraient son gilet, tranchant la plaque en dessous dans une lutte pour atteindre sa chair. Ma main s'étira enfin vers mon arme, mais avant que je ne puisse la lever, Doc m'attrapa en arrière. Elle me tira hors de la pièce, mais pas avant que je ne voie la dernière chose que je verrais de Rook. Son casque englouti tout entier par l'une des créatures alors qu'il arrachait les goupilles de ses grenades. L'explosion qui suivit fut une éruption de feu, de bruit et de chaos. La force du choc projeta Doc et moi dans le salon, où nous nous écrasâmes au sol derrière un canapé.
Elle me protégea de son corps alors que la déflagration déchira l'appartement, faisant éclater les fenêtres et réduisant les monstres au silence en un instant. Lorsque j'ouvris les yeux, tout était flou. Mes oreilles bourdonnaient, le monde semblait étouffé et déformé, comme si la réalité elle-même avait été concassée. À travers la brume, j'entendis le crépitement des tirs à l'extérieur, implacable et tonitruant, alors que notre QRF défonçait la porte. Ils pénétrèrent comme une tempête, sécurisant l'espace avec une efficacité impitoyable. Doc et moi nous précipitâmes sur nos pieds, suivant l'équipe qui nettoyait le couloir. Le carnage était stupéfiant. Des corps jonchaient le sol, cryptides et humains confondus, leur sang formant une mosaïque grotesque de pertes et de violence. Lorsqu'enfin nous atteignîmes l'extérieur, les équipes de nettoyage étaient déjà à l'œuvre, leur mouvement mécanique et délibéré. Ils se déplaçaient avec la précision de ceux qui ont fait cela bien trop de fois, effaçant les preuves de ce qui s'était passé comme si les horreurs de la nuit pouvaient être lavées à la javel, avec de la détermination et de l'huile de coude. Nous nous regroupons avec les autres, effectuant un inventaire morne de nos pertes. 3 des nôtres n'étaient pas revenus, Rook parmi eux. Son absence pesait lourdement, un vide qui semblait impossible à réconcilier avec le chaos que nous venions de vivre. À mesure que la nuit cédait place à l'aube, nous avons été débriefés, bien que les détails semblaient en flou, comme un brouillard. Le commandement nous a placés en alerte niveau 5, une déclaration que ce que nous avions affronté cette nuit-là n'était que le début. Les cryptides n'étaient plus simplement tapis dans l'ombre. Ils avançaient, testaient, cherchaient des failles. Et pourtant, aussi sinistre que tout cela paraisse, il y avait un mantra qui nous portait en avant. Une vérité simple, face à un inconnu accablant. Rien que les balles ne puissent guérir. Cela fait un moment, près de 4 mois, si quelqu'un les compte encore. Depuis, la vie a été plus ombre que lumière, plus cauchemar que rêve. L'arrivée de ces espèces de cryptides, ou peu importe ce qu'ils sont, a arraché la normalité par les racines. L'incident à l'immeuble était le genre d'événement qui fait la une des journaux, mais la perte de vies innocentes, c'est un poids qu'on ne peut pas secouer. L'alerte niveau 5 est devenue notre nouvelle normalité, et le Conseil mondial n'a guère fermé l'œil depuis. Des plans ont été rédigés, des contingences lancées comme des dés dans un jeu de survie à enjeu élevé, tout ça pour protéger ce qu'il restait de notre monde. La relocalisation temporaire fut la première étape. Nous pensions pouvoir les protéger, garder la vérité cachée. Mais pour la première fois, les civils que nous jurions de protéger ont eu un regard bien plus franc sur ce qui se cache dans l'obscurité, sur ces choses qui frappent suffisamment fort pour briser le silence. Les créatures, ces envahissantes, ne se sont pas contentées de l'immeuble. Elles ont continué à se répandre, s'installant comme une peste primitive et fiévreuse. Chaque équipe que nous avions roulait sur la réserve, passant d'une rotation à l'autre, luttant contre vague après vague de cauchemars pâles et tordus. Nous les avons découpées, ouvertes, et appris plus qu'on ne le souhaitait. Souterraines, assurément. Une peau semblable à un suaire de cadavres, presque translucide, comme si elles étaient nées des eaux mêmes de la terre. Leur sang, ou ce que vous appelleriez cette substance qui les traverse, porte un agent viral, celui qui n'infecte pas seulement, il transforme. Nous l'avons vu de nos propres yeux, lorsque ces enfants, ceux que nous pensions avoir sauvés, se sont retournés contre nous. Nous avons envoyé nos conclusions au Conseil, et leur réponse fut rapide, brutale, évacuer les civils, brûler l'infestation jusqu'à réduire tout en cendres et en cris. Une opération de recherche et destruction pour préserver le peu d'équilibre que la nature avait encore. Mais avant que nous ne puissions finaliser les plans, la marée monta. Pas d'eau, bien que j'aurais presque préféré cela. Non, il s'agissait d'appels au 911, de panique et de désespoir déversés dans nos lignes de communication comme du sang d'une veine ouverte. Lorsque les ordres sont arrivés, nous avons agi vite, pas de temps pour l'hésitation. Enfiler l'équipement, charger et filer vers la ville. Mon équipe monta à bord de quelques AH-6 Little Birds, les rotors tranchant l'air comme un couteau sur une peau tendue. Conrad nous faisait le briefing en vol, sa voix nette, urgente, ses mots se chevauchant. Notre mission était simple, assister l'évacuation et se coordonner avec la garde nationale. Les missions simples, cependant, ce sont celles qui ont des dents. À l'approche de la ville, je regardais en bas. En dessous de nous, des véhicules blindés fendaient les rues comme des scarabées fuyant la lumière mourante. La fumée s'élevait dans le ciel de l'après-midi. Des volutes épaisses et noires provenant de voitures accidentées, de vies brisées, de bâtiments en flammes. L'odeur parvenait jusqu'ici, âcre et piquante, comme un bûcher funéraire allumé pour toute une ville. Le Little Bird nous déposa sur un toit proche. Mes bottes heurtèrent le béton, l'impact résonnant dans tout mon corps. Fusil en main, je scrutais le chaos en contrebas. Des cris et des détonations déchiraient l'air en lambeaux.
Sur les communications, les voix se superposaient, frénétiques, suppliantes, soutien aérien, extraction, un miracle, n'importe quoi. Je plaquais mon casque contre mon oreille, m'agenouillais et me forçais à comprendre tout cela. Les communications crépitaient, remplissant le vide d'urgence et de chaos. Équipe Lightning. Ici, Lightning Actual. La barricade de police tombe. On se retire vers une position plus défendable. Terminé. Zweihander. Zweihander à l'équipe Lightning. Attention, des blindés arrivent dans votre secteur. Regroupez-vous avec la colonne et avancez vers le centre-ville. Comment copiez-vous? Terminé. Équipe Lightning. Copie conforme. Zweihander. Lightning Actual terminé. Équipe Archangel. Ici, Archangel. On a des blessés civils ici. Terminé. Demande d'évacuation médicale. Comment copiez-vous? Zweihander. Archangel, attention, demande d'évacuation médicale refusée. Faites le tri des blessés et continuez vers votre objectif. Comment copiez-vous? Équipe Archangel. Copie conforme Zweihander. Archangel terminé. Je soupirais, le poids de la situation pesant sur mes épaules comme du plomb. Quelle est l'option, chef? Demandai-je en jetant un regard à Conrad. Le bruit des tirs venant de la barricade de police était assourdissant, une toile de fond menaçante pour notre situation. Conrad me lança un regard sombre, puis donna un coup de pied dans la porte menant au niveau inférieur du bâtiment. On reste sur la mission. Cette unité de la garde nationale ne va pas nous attendre, dit-il d'une voix ferme, bien que la fatigue y soit difficile à ignorer. Aucun argument ne suivit. Un accord silencieux passa entre nous alors que nous commencions notre descente dans l'escalier étroit. Archangel et Lightning n'étaient-ils pas déployés ici il y a peu? Demanda Doc derrière moi, sa voix tendue de malaise. La seule réponse fut l'écho de nos bottes sur le béton. Beaucoup de rookies dans ces unités, murmurai-je. Mais la réponse de Conrad fut rapide, tranchante, définitive. Personne n'est rookie aujourd'hui. Quand nous avons posé le pied dans la rue, on aurait dit qu'on était entré dans la gueule de l'enfer lui-même. La ville était un chaos total, du genre qui marque à jamais la mémoire. Les civils se faufilaient, d'ombre en ombre, cherchant désespérément une sécurité qui n'existait plus. La police et les premiers secours étaient partout, luttant non seulement contre les créatures, mais aussi contre le désespoir grandissant. Nous avançâmes, bougeant avec détermination, nous faufilant d'un abri à l'autre. À un moment, nous aperçûmes un groupe de civils armés faisant leur dernier rempart devant un dîner. Ils s'étaient barricadés dans la benne d'un pick-up, leurs fusils crachant des balles pour repousser une nuée de créatures et d'infectés. Cela ne dura pas. Un à un, ils furent submergés, disparaissant sous une marée de chair pâle et de grognements inhumains. « Bougez !» ordonna Conrad, et nous passâmes au-delà de l'horreur, l'urgence guidant nos pas. Bientôt, le poste de contrôle apparut devant nous. Des fils de fer, barbelés, des sacs de sable, des barricades. Contrairement au reste de la ville, cet endroit semblait épargné par le chaos. Des soldats en camouflage OCP montèrent la garde, leurs visages marqués par la détermination. Une escouade s'avança pour nous rencontrer, armes prêtes. Une fois que nous nous étions regroupés, l'objectif était clair, pénétrer au cœur de la ville et stopper l'infestation. Nous dirigeâmes les civils vers le poste de contrôle, leur terreur palpable alors qu'ils fuyaient devant nous. Mais les créatures continuaient d'affluer, une marée implacable de formes grotesques, déferlant dans les rues. Je levai mon fusil, me préparant à la familiarité du recul. Chaque balle atteignait sa cible, déchirant les infectés et les créatures comme du papier. Ce n'était que de la chair, de la viande et des os réduits en éclats et en morceaux. Au-dessus de nous, le rugissement des Apaches couvrait certains des cris. D'après les échanges radio, je savais qu'ils affrontaient une grande masse à la périphérie de la ville, tentant d'empêcher cette horde de submerger l'un des points d'évacuation. Les communications crépitèrent à nouveau, cette fois-ci avec les voix tendues et rapides de Black Raven et Kingpin. Black Raven. Black Raven 1 à Zweihander. Bon impact sur la force ennemie. Attention, pas en réserve de carburant, mais à 800 livres. Comment copiez-vous? Zweihander. Copie conforme. Black Raven. Retournez au FARP, réarmement et ravitaillement pour une nouvelle mission. Zweihander terminé. Kingpin. Zweihander, ici Kingpin. Attention, BDA à 80 contre 15. La force ennemie se reforme pour attaquer la ligne de défense au centre d'évacuation. Ça ne s'annonce pas bien d'où on est. Comment copiez-vous? Avant que la réponse n'arrive, Conrad était déjà en mouvement, courant vers le centre d'évacuation comme si le diable lui-même était à ses trousses. Sa voix rugit dans le casque, perçant le bruit. Ici Hunter Actual. Nous sommes en route pour le soutien. ETA 5 minutes. Nous le suivîmes, l'adrénaline brûlant l'hésitation. Le bruit des tirs en avant devenait plus fort à chaque pas, une symphonie chaotique de désespoir et de survie. À mesure que nous approchions, la scène était aussi mauvaise que l'avertissement de Kingpin.
Les civils étaient précipités dans des camions de transport et des APC, leurs visages pâles et marqués par la peur. Des postes de mitrailleuses crachèrent des rafales, les canons devenant incandescents, mais la marée d'infectés et de créatures se ruait sans relâche vers les barricades. Conrad hurlait déjà des ordres lorsque nous sommes arrivés. « Prenez position, ouvrez le feu, tenez-les en échec !» Sa voix perça le vacarme, nous propulsant dans l'action. Je me jetai derrière un Humvee, stabilisant mon fusil sur son capot. Le recul me parut lointain, presque mécanique, alors que je tirais, balle après balle, sur la masse de corps qui chargeait vers nous. Mais pour chaque créature qui tombait, 2 autres semblaient en prendre sa place. Les barricades ne tinrent pas longtemps. La vague ennemie les submergea, s'infiltrant à travers comme une inondation, nous forçant à nous replier vers les véhicules blindés. Même pendant notre retraite, les transports transportant les civils fonçaient à toute vitesse, leurs moteurs rugissant dans le chaos. Nous nous regroupons près de Conrad, qui se tenait dans le cœur de l'action, son radio dans une main, son arme de poing dans l'autre. Il cria dans le radio « Ici Hunter Actual !»« Broken Arrow !» Je répète « Broken Arrow !» Les mots me traversèrent en comme un choc électrique. Mon cœur se serra à leur signification, mais il n'y avait pas de temps pour le choc. Je me précipitai vers lui, apercevant le sang qui dévalait son bras, le tissu déchiré de sa manche, et les profondes et indiscutables marques de morsures gravées dans sa chair. « Chef, on peut encore rejoindre les transports. Il suffit de se relayer pour avancer. » Conrad se tourna vers moi, son visage pâle, mais ses yeux ardents, brûlants de détermination. « Je ne vais pas venir avec vous, » dit-il d'une voix calme, malgré le chaos autour de nous. « Je sais ce que ça fait. Je vais rester ici, vous donner le temps qu'il vous faut pour vous échapper. » Je le regardais, l'incrédulité me clouant sur place. « Chef !» Ma voix se brisa, une boule se formant dans ma gorge. Il sourit alors, un petit sourire sombre. « Tu es maintenant le chef d'équipe. Ramène nos hommes chez eux. Je sais que tu peux le faire. » Ces paroles me frappèrent, comme une lame, mais il n'y avait pas de temps pour discuter. Il se tourna, saisissant une poignée d'armes, détermination irradiant de chaque mouvement. « En avant !» cria-t-il. Je me forçai à hocher la tête, le poids de son sacrifice se posant sur moi comme une pierre. Me tournant vers l'équipe, je leur fis signe de se replier, ma voix tremblant, mais ferme. « Allons-y ! Bougez !» Nous progressâmes en relais vers les véhicules, nous couvrant mutuellement par rafales, alors que les infectés se rapprochèrent de plus en plus. Le radio grésillait sous des voix paniquées, des unités qui s'étaient perdues dans le bruit, le chaos traversant les fréquences. Mais en arrière-plan, j'entendais encore Conrad, sa voix calme et résolue, coordonnant avec Zweihander. Le radio crépita à nouveau, les derniers des mots de Conrad perçant le chaos comme un couteau. Conrad, « Ici Conrad, Broken Arrow, je répète, Broken Arrow, envoyez tout ce que vous avez sur ma position. » Une brève pause, puis Zweihander répondit, leur voix lourde mais résolue. « Copie conforme. Ce fut un honneur, Major. Faites-les brûler. Toutes les unités replient vers les points d'évacuation. Artillerie et aviation en approche pour niveler la zone d'opération. Repli. » Le canal s'ouvrit à nouveau alors que Lightning Team transmettait le sinistre ordre. « Ici, Lightning Actual. Toutes les unités replient sur la MSR. Hunter. Actual lance un Broken Arrow. Repli immédiat de la MSR. Nous partons. » Nous n'avions pas besoin qu'on nous le dise 2 fois. Alors que le dernier d'entre nous se jetait dans les transports, les moteurs rugirent et le convoi se mit en mouvement. Les véhicules blindés fonçaient dans les rues, leurs tourelles tournant et crachant du feu sur les cryptides et les infectés qui tentaient de nous rattraper. La ville derrière nous devenait un champ de bataille englouti par le feu et la mort. À l'intérieur de la cabine, le silence régnait. Personne ne parlait, personne ne le pouvait. Les seuls sons étaient les bruits sourds des tirs dehors et les crépitements occasionnels des explosions lointaines. Nombre d'entre nous étaient figés dans un silence accablant, des larmes marquant les visages sales tandis que nous pleurions notre perte. Conrad, notre chef, notre ancre, était parti, et pourtant, il nous avait laissé quelque chose de précieux, une chance de lutter un jour de plus. Maintenant, alors que j'écris ces lignes, l'histoire réelle de ce qui s'est passé dans cette ville est déjà en train d'être enterrée. Le blackout médiatique est total. Officiellement, il s'agissait d'une explosion dans une usine chimique ayant entraîné l'évacuation de masse. Aucun mot sur les cryptides, aucune allusion au cauchemar qui nous a poursuivis dans les rues. La vérité, comme le sacrifice de Conrad, restera dans l'ombre. La base est désormais en confinement. Les survivants se regroupent, hantés mais résolus. Des plans sont élaborés, des contre-mesures discutées. Nous sommes amochés mais pas brisés. Je ferai de mon mieux pour vous tenir informés autant que possible dans les semaines à venir. Pour l'instant, souvenez-vous de ceci. Il n'y a rien que les balles ne puissent guérir.